Est-ce que tu sais à qui tu as affaire? C'est généralement avec de telles formules lancinantes et menaçantes que ceux qui veulent vous mettre à terre commencent toujours par utiliser. Et personne n'est à l'abri. Ceux qui étaient forts hier sont devenus faibles aujourd'hui. Les ministres sont en prison. Les collaborateurs de Biya sont en prison. Et lorsqu'on voit ce qui est en train de se passer actuellement au Cameroun, c'est la chasse aux sorcières. Les militants du MRC, et particulièrement alors ceux du FSNC, et tous ceux qui sont proches de Issa Chiroma, font désormais partie de la liste des personnes à arrêter. Vous avez beau aider ce régime, il finit toujours par se retourner contre vous. Il finit toujours par vous écraser. Vous avez pu constater, comme nous, l'arrestation, l'humiliation de Aladji Baya. Une arrestation inhumaine. Dans sa voiture, à son âge, lui qui est pourtant un milliardaire, qui n'a jamais été impliqué dans de mauvaises affaires. Son arrestation s'est faite devant le quartier au camp chinois. Pas de convocation, pas de mandat d'amener, rien. On l'a attrapé, on l'a brutalisé et on est parti avec lui à la garnison, puisqu'il saignait. Saignant beaucoup à la région de gendarmerie, il a été transféré à l'hôpital de la garnison. Dit-on. Et on a bouclé de sa maison jusqu'à la légion de gendarmerie. Le prétexte, c'est son fils aurait aidé Issa Chiroma. Et par la suite, c'est que c'est lui qui a financé l'élection ou la campagne de Issa Chiroma. Ça ne s'arrête pas là. Puisque à 2 heures du matin, on ne sait pas par où il est passé. Nous avons donc cherché à lancer une enquête et nous nous sommes rendus compte que lorsque sa famille est partie le voir au niveau de la gendarmerie, ils ne l'ont pas trouvé là-bas. On a tout simplement dit à la famille que mais non, on l'a libéré à 2 heures du matin. On vient vous arrêter dans votre quartier. On part avec vous à la gendarmerie. Sans avocat ni personne. On vous libère à 2 heures du matin. Vous croyez en ça? Sauf que, entre la gendarmerie et la maison de Aladji Baya, c'est à peine 10 minutes.
Mais jusqu'au lendemain à 16 heures, il n'était pas encore rentré. Même s'il est rentré, pendant que nous sommes en train de faire ce direct, il faut quand même regarder jusqu'où Biya est allé avec les Ngongo, les Atangandji, à terroriser les populations et les personnalités. Voilà quelqu'un qui mourit au Cameroun, avec Swakam. On vient le prendre comme un brigand. Alors que c'est lui qui ravitaille Yaoundé et consorts et les autres villes. 200 camions d'oignons de ceci chaque jour. On vient le prendre. On le maltraite, on le traîne, on le tabasse, on l'humilie, on le blesse. Sous prétexte que son fils aurait aidé Issa Chiroma à quitter le pays. Ah! Y avait-il une défense, une interdiction de quitter le territoire pour Issa Chiroma? Non. Y avait-il un mandat d'arrestation contre Issa Chiroma? Non. Y avait-il un mandat de recherche contre Issa Chiroma? Non. Voilà quand quelqu'un qui est candidat à l'élection présidentielle, qui gagne l'élection présidentielle, et on se met à arrêter ses amis. Tous ces collaborateurs qu'on est en train de soupçonner. Ce n'est plus que Issa Chiroma est entré par ceci. On dit maintenant que c'est le fils du milliardaire qui serait parti creuser le tunnel. Mais ce tunnel, personne ne l'a vu. Hein. Le tunnel par lequel Issa Chiroma s'est enfui. Et où est-il donc le milliardaire lui-même? Beaucoup de personnes sont portées disparues. D'autres ont été arrêtés juste parce qu'ils ont fréquenté Issa Chiroma. Et d'ailleurs, actuellement, le maire de Ngaoundéré, lui, pratiquement, il fait arrêter tout le monde en disant que tout simplement, ils sont des collaborateurs de Issa Chiroma. Toujours la DGE. Ils ont dressé une liste de personnalités, pas de personnalités, mais des hommes d'affaires, soit disant qu'ils ont sponsorisé Issa Chiroma. Je disais tantôt, y a-t-il une loi au Cameroun qui interdit de sponsoriser, de financer un parti politique? Non. La preuve. On a vu en juillet que Jack Cortez s'est tapé la poitrine que les hommes d'affaires viennent de donner 160 millions pour Paul Biya. On a vu dans le septentrion les hommes d'affaires, les ministres, puiser même dans les caisses de l'État pour financer le RDPC, pour financer Paul Biya. Là-bas, ça va. On a vu à Douala et partout comment ils ont financé. Mais là, maintenant, c'est devenu que toute personne qui a tenté de financer Issa Chiroma est un ennemi public. Vous avez pu voir que Issa Chiroma n'a même pas fait de campagne. Il n'avait pas de fonds. Il n'a pas tenu de meeting. Il était comme ça en route et dans des petits coins, des petits stades. Il n'a pas eu le temps d'acheter des gadgets parce qu'il n'avait pas de budget. Comment donc le RDPC qui se tapait la poitrine au point où on a vu en plein palais d'étudier, on a présenté tout un panier en disant que ce sont les jeunes qui sont venus donner à Paul Biya 40 millions pour payer sa caution. Alors que cet argent venait de la ligne 94, c'est les hommes des hommes noirs, qui avaient envoyé ça. On a vu ça à la télé. Mais maintenant, c'est la chasse. On vient t'arrêter parce que tu avais été en contact avec Issa Chiroma, membre du gouvernement, ancien porte-parole du gouvernement, qui est devenu le plus grand terroriste. Le pire, c'est quoi? C'est que le régime Biya a
exploité des hommes d'affaires. Aujourd'hui, quels sont les hommes d'affaires prospères? Ils ont financé le RDPC. Ils n'ont jamais rien eu en retour, à part ces humiliations. Et même dans le Grand Nord, beaucoup sont tombés. Voilà, Allah Dibaya lui-même, il mettait de l'argent. Il n'était pas reconnu comme opposant. Et bien avant lui, d'autres ont mis de l'argent. Paul Biya, l'ami des nordistes, l'ami des hommes d'affaires, qu'a-t-il fait? Il a mis les hommes d'affaires à terre. C'est-à-dire que chez eux, si tu ne finances pas le RDPC, d'ailleurs tous les hommes d'affaires, les machins et tout, ils sont obligés de financer le RDPC. Il n'y a même pas qu'on dise que la loi est encadrée. Non. Et après, ils te demandent la caution si tu veux être candidat. Et après, ils te disent que pour qu'on te rembourse ta caution, il faudrait que tu aies 5%. Et par la suite, ils ne t'accordent même pas les 5%. Ils ne demandent pas. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, les hommes d'affaires du Grand Nord sont en train de s'enfuir. Parce qu'ils ont été en contact avec Issa Chiroma. Parce qu'il y a déjà, vous vous rendez compte, des redressements fiscaux qui seront lancés. Et il y aura des arrestations, il y a les convocations, les arrestations par la DGE, la CEMIL, les ceci et cela. Vous vous rendez compte dans quel pays on est? Les hommes d'affaires ont prospéré à l'époque d'Ahidjo. Mais Ahidjo ne demandait pas leur financement. C'est plutôt lui qui finançait les hommes d'affaires. Mais avec Biya, il a ruiné les hommes d'affaires. Et surtout du Grand Nord. Je vais vous prendre quelques exemples. Mamadou Pantami, originaire de Garo. Il avait les savonneries, les quincailleries et d'autres commerces. Demandez ce qu'il faisait pour le parti. Il a été ruiné. Des milliardaires, il est tombé par terre en 2013. Mohamedou Abo Ousmane, vous le connaissez? Avec Maïskam. Donc, même pour de la bière, pour alimenter le littoral, le sud, le centre, c'était lui. Le tourisme, c'était lui. Et d'ailleurs, avec un grand hôtel qui était Saint-Hubert. Il est tombé à terre. Et il est mort en 2023. L'État, version Biya, avec le Paul Moutazi, ont tout raflé. Et d'ailleurs, avant eux, la première figure des hommes d'affaires du Grand Nord, là c'est de Marois. Aminou Adama, renseignez-vous comment il est tombé. Alors qu'il avait bénéficié du coup de pouce de l'État. Parce que l'État, au temps d'Ahidjo, ne voulait pas que ce soit les entreprises étrangères qui importent, qui fassent des affaires. Donc pour lui, qui est votre panafricaniste là? Lui, il a préféré plutôt que les Chinois, les Pakistanais, les Grecs, les Français, tous s'installent contre les hommes d'affaires du Cameroun. Qui, eux, sont lourdement peinés
est taxé. Fadil Abdoulaye Assouni, il était dans l'immobilier, un peu partout. Il a demandé des crédits à l'État, il n'a jamais obtenu. Bien au contraire, on lui a fait des redressements fiscaux, les premiers à subir le redressement fiscal. Il est tombé en 93. Mais par contre, bon, continuons d'abord. Laissons même le grand nom. On va prendre les hommes étant qui étaient prospères. Qui étaient des hommes d'affaires. Que Biya a mis par terre, avec, qui supportait le RDPC et tout là. Il y avait d'abord cet étonne qui a créé le premier supermarché. C'était Prusinic. Son nom, c'était Théodore Bella, alias T. Bella. Allez demander comment Biya a eu à finir avec T. Bella. Qui est finalement parti en pleurant auprès de Dieu ou du diable, parce que c'était un véritable enfer avec le régime Biya. En 2004, ruine totale. Même mon opiono là, qui prenait les cigares et tout, il allait où? Demandez-lui comment est le régime Biya. On opiono, James. Puis machin, je crois qu'il avait le doctorat en mathématiques. Hein? À terre. Kamgen Maurice, qui avait le tel beau séjour, qui était aussi fort dans l'immobilier, et qui avait été entraîné par Victor Fosso pour soutenir Biya. Ruiné à terre. Je peux donc citer plusieurs choses. Plusieurs hommes d'affaires. Que Paul Biya détruit. Quand vous voyez un homme d'affaires bénéficier de quelque chose, c'est qu'il est dans le réseau. Ou qu'il fait dans les lignes 94, il se partage de l'argent et tout. On regarde là, c'est pour ça que vous voyez que ça varie maintenant, le ministre, ils se font les passations là, les entrejambes entre lui, Paul Moutazé, qui part tantôt au ministère des Finances ou au ministère de l'Économie. En même temps, Ousmane May, quand il est au ministère de l'Économie, Moutazé de l'autre côté. Et quand Moutazé part de l'autre côté, et tout. C'est comme ça qu'il gère et détourne de l'argent. C'est pas pour aider les hommes d'affaires. Pourtant, la ligne 65, la ligne 94, les lignes 57, qu'on appelle les lignes de souveraineté, et qu'on avait d'ailleurs dit que ça pouvait aider les hommes d'affaires. Ça n'a jamais aidé les hommes d'affaires, à part les gens comme les hommes là. Yamouk Belinga, les détourneurs, les gens qui n'ont pas investi, les gens qui n'ont pas créé les emplois, les gens qui n'ont fait que des marchés fictifs. Voilà tout ce qu'ils ont créé. Et après, il y a, dans le Grand Nord là, ils ont financé quelqu'un, je crois, à 300 milliards, à 30 milliards. C'était qui? Je vais trouver son nom. Fadil Abdoulaye Assouni. Non, oui, c'est lui. Donc, non, c'est pas lui. Voilà le groupe Nana Bouba. Le groupe Nana Bouba. Allez voir qui est là-bas. Vous allez comprendre que c'est entre eux. Le groupe Nana Bouba. Et c'est là où l'État du Cameroun a mis 30 milliards, soi-disant que c'est l'aide. Mais les autres, on ne les a pas aidés. Comment vous pouvez fonctionner dans un pays où vous dites que les hommes d'affaires doivent seulement
supporter le RDPC. Si financer le RDPC. Ceux qui ne supportent pas le RDPC, allez, redressement. Oh, et d'ailleurs, regardez comment les médias à gauche et consorts et tout, ils disent, hein. Ils disent même aux entreprises que si vous partez faire votre publicité chez lui ou chez tel ou tel, vous allez voir, on va vous faire le redressement, on va faire ceci et cela. Dans quel pays on peut évoluer sans les hommes d'affaires? Où on peut nuire, faire le chantage aux hommes d'affaires, où on peut persécuter les hommes d'affaires, les mettre en prison, les humilier, les torturer. Dans quel pays? Tout ce que Adidjo avait prévu, Biya tué ça. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, les gens sont dans l'état d'une folie. Oh non, on peut manger le commun, on peut manger l'ozon, on peut manger le manioc, on peut manger les combats. Vraiment, restez même avec votre bœuf là-bas ou bien ceci et cela. Mais tout ça, c'est à cause de Biya. Parce que Adidjo, lui, elle avait prévu l'autosuffisance alimentaire pour nourrir les Camerounais. Regardez comment les gens, même quand ils viennent vous parler sur Facebook, ouais, celui-là, les yeux creux, comme ça, là, il dit que tu verras encore ce temps là-bas, et lui-même, tu le sens, les lèvres sont sèches. Il ne mange même pas 2 fois par jour. Pourquoi? Parce que, pour financer les hommes d'affaires, et surtout, à manger, parce qu'un peuple qui ne se nourrit pas ne peut pas être un peuple fier. Si les hommes d'affaires décident de fermer les boutiques, ou bien de ne plus venir avec leurs marchandises, comme vous êtes en train de faire là, ou le poisson, ou tout ce que vous pouvez imaginer, le riz, le maïs, le machin, tout et tout et tout, les hommes, vous faites comment? Est-ce que vous n'avez pas honte que le Cameroun aille encore importer l'huile de palme au Gabon alors qu'on avait la soca palme créée, laissée par Amadou Ahidjo? Qu'est-ce que Biya en a fait? Est-ce que vous n'avez pas honte qu'on aille importer les oignons et vous dansez qu'on a gagné? Vous allez manger quoi? Le septennat, c'est le septennat de la famine. Parce que quand les troubles vont commencer, parce que bien évidemment ça va continuer comme ça, il y aura inflation. Il y a inflation. Il faut rembourser les dettes. Il y aura peut-être même des variations du franc CFA. Et Dieu seul sait. Il peut encore avoir des compressions, des chômages. Il y a des grandes entreprises qui vont fermer. Beaucoup d'entreprises vont fermer. Parce que si vous faites le chantage aux gens comme ça, mais comme Foucault, il est parti s'installer au Gabon, d'autres et tout et tout, et ils iront s'installer ailleurs. Parce que Biya n'a pas voulu financer les PME, les PMI, les hommes d'affaires. Je vais vous montrer tout simplement l'exemple. Comment Biya a tué notre pays. Comment il a tué les hommes d'affaires, dont il vous a aussi tué. Il a tué votre... Comment est-ce que je peux encore parler? Le panier de la ménagère. Au temps d'Ahidjo, il y avait FODIC, le FODIC. Pour comprendre comment ça fonctionnait. Le FODIC, c'était le Fonds national de développement rural. Donc, vous aviez votre projet, vous pouviez, sur le plan rural, vous passez au FODIC. Paul Biya est arrivé, il a pillé le FODIC. Et il y avait le FONADER, Fonds de garantie pour la petite entreprise. Vous voyez aujourd'hui, pour avoir ne serait-ce qu'une moto, c'est quelqu'un qui au quartier vous dit que bon, je vous donne la moto, vous allez verser ceci et cela. Non! Fonds national de développement rural plutôt. C'est-à-dire, il y avait, ça vous permettait de dire, bon, je veux faire mon champ à tel ou tel endroit, est-ce que je peux, vous venez avec le projet. C'est bon. Il y avait le FOGAP.
qui était donc le fonds de garantie pour la petite entreprise. Et il y avait le crédit agricole du Cameroun. Je vous montre tout ça que Paul Biya a pris de l'argent, ils ont bouffé. Hein. Crédit agricole du Cameroun. Ils ont tout bouffé. Ailleurs, tu avais laissé fonder comme PEM, c'est-à-dire le Fonds pour le développement et le financement des activités des petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, vous vendez des callbox dans les callbox. Quelle entreprise un jeune peut encore faire? Rien. Et on vous dit que c'est le septennat des jeunes. Vous allez prendre le fonds où? Qui va vous suivre? Quel projet? Et il y avait la BCD, la Banque camerounaise de développement. Donc quand vous étiez dans une œuvre de développement, que ce soit en ville, au village, et vous dites que vous êtes auto-entrepreneur ou vous voulez employer des gens, on vous finançait. Et bien arrivé. Ils ont tout récolté, ils ont fermé. Et il y avait l'ONCPB, Office national de commercialisation des produits de base. Donc vous voyez, Office national de commercialisation des produits de base. Donc, vous savez que vous devez avoir chez vous du riz, vous devez avoir de l'huile, vous devez avoir ceci et cela. Et c'est un office. Aujourd'hui, vous entendez un ministre du Commerce qui se lève là et dit, oh, comme vous voyez là, oh, on va aller vendre le riz au rond-point. Les tubes. Que c'est le riz qui est divisé par 3 et après vous apprenez que c'est le riz des animaux qui est même périmé. Et vous devez vous aligner là-bas à 3 heures du matin pour être servi. À midi le lendemain ou à 15 heures. Et il y avait la Midevive. Et d'ailleurs, j'allais régulièrement à la Midevive en Kondongo, qui était la mission de développement des cultures vivrières. Des cultures vivrières. Où est-ce qu'on fait encore des cultures vivrières aux maraîchères? Voilà pourquoi est-ce que tout augmente. Parce que c'est quelqu'un qui va avec ses petits fonds et après, si tu fais même aussi des trucs, les tomates, les machins, les légumes, ça pourrit vite parce qu'il n'y a pas de route. Ou bien quand on te transporte, bon, vous arrivez, il y a une partie qui est déjà pourrie et ça devient cher au marché. Il y avait CAPME, le CAPME. Le CAPME, c'était le Centre national d'assistance aux petites et moyennes entreprises. Vous voyez que c'était tellement varié. CAPME voulait dire Centre national d'assistance aux petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, vous avez votre callbox. Vous écrasez le maïs en bordure de route. Vous pilez le pain. On vient, on met une grosse plaque comme ça, scellée pour les impôts. Papa, scellée pour les impôts. Ils ne vont même pas te demander que tu as d'abord pris le fonds où tu as déjà remboursé ceci et cela, et tu paies le loyer à combien. Non! Une grosse affiche, scellée pour les impôts. Et il y avait le CEPC. Ce n'est pas le CEP, le CEPC. Caisse d'épargne postale. Donc tu partais, tu as un peu d'argent, tu mets là-bas, et après tu demandes que, est-ce que comme j'ai épargné ceci, vous pouvez encore me remettre, et puis vous m'ajoutez quelque chose, comme ça je vais rembourser. C'est comme ça que la caisse d'épargne postale fonctionnait. Biya est venu avec les hommes là, et à Tanganyika. Non seulement ils ont commencé à s'attaquer à ça, ils ont ensuite, on a dit que maintenant on crée la campus, là-bas aussi ils sont partis. Ils ont tout fini. Et il y avait
la société camerounaise des engrais, c'est-à-dire Socame, ça permettait, parce qu'il y avait même l'IRA que Ahidjo avait laissé, qui développait certaines cultures expérimentales, qui faisaient que, et après on vous donnait les engrais pour augmenter la production. Bon, oublions. Ils ont tué. Ils ont tout mangé. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on attend le blé de la Russie ou de l'Ukraine et on est content. Pour manger un beignet, nous à l'époque on mangeait un gros beignet comme ça, on appelait ça l'olofombo. Pourquoi? Parce que la farine venait de la Sodeblé. Sodeblé. La Sodeblé, c'était la société de développement du blé du Cameroun. Biya est venu, il a tué les bêtises. Le riz que vous voyez là, c'était... Le Cameroun vendait du riz à la Chine, à l'Inde. Je ne parle pas des pays voisins. Et puis il dit, tu es venu créer la semerie. Bon, laissons ça. Vous connaissez dans quel état est la semerie, c'est-à-dire que la société, voilà, société d'extension et de la riziculture de Yawa. Bon, vous voulez qu'on vous parle même de la Soussoucam, que vous voyez maintenant là, qui appartient aux étrangers. Voilà donc le travail que Paul Biya a fait. Et le pire, c'est que certains vont vous dire que Paul Biya est un panafricaniste. Que wow, là où vous le voyez là, c'est la France qui veut l'enlever, qui a fait ceci, qui a fait cela, et tout ça. Les gens que Paul Biya, les entreprises qu'il tue là, c'est la France qui lui a demandé de faire ça. Ces entreprises étaient nationalisées. Même la régie Fercam. Quand les gens parlent, la régie Fercam a été donnée à Bolloré, tout le monde le sait. Quand on regarde les palmeraies du Cameroun, ça a été vendu à qui? Ça a été donné à qui? Avec toutes les terres là. Ce n'était pas à Bolloré. Avec Sofine et consorts. Je vais voir un certain nombre de choses. Vous savez que Sofine, c'est une société qui est majoritairement détenue par Bolloré. Comment vous voulez que l'huile de palme, que ce soit la France qui nous offre ça, et on maintient les Camerounais en esclavage? Qui a fait ça? Qui a donné Sofine? Qui a donné Soca Palme à la France? Ce n'est pas Paul Biya. Évêque quand même là. Évêque. Je ne vais pas citer toutes les autres entreprises qui sont hyper importantes. Alors, j'ai vu certains dire que c'est la France qui voulait enlever Paul Biya du pouvoir. Mais qui a installé Paul Biya du pouvoir? Qui a installé Paul Biya au pouvoir? Qui a gardé Paul Biya jusqu'à présent? Qui a favorisé l'implantation des hommes d'affaires français au Cameroun, au détriment des Camerounais? C'est bien Paul Biya. Qui a fait que nous ayons la guerre du Mozo? C'est bien Paul Biya.
qui achètent des armes ici. Et il faut savoir que si Paul Biya a été installé là, c'est parce qu'on avait découvert le pétrole au Cameroun. Et c'est pour cela justement aussi qu'on part et on abolit les accords avec les anglophones. Parce que jusqu'en 1972, Haïti est quand même resté sur la République unie du Cameroun. Mais Biya, lui, il est venu. Il a totalement enlevé ça. Parce qu'il fallait préserver le pétrole pour qu'il soit exploité par Perenco, Total, Elf, comme ça s'appelait. Et vous allez voir des gens qui sont venus là, qui disent maintenant, oh, en fait, c'est que, comme vous voyez là, il voulait préserver ceci et cela. C'est Chiloma. Oh, Chiloma a voulu vendre. Chiloma a voulu vendre le Cameroun. Chiloma a été venu avec l'ambassadeur de la France. Chiloma veut faire ceci et cela. Chiloma était un antipatriote, Paul Biya et tout ça. Mais vous êtes normaux. Lisez les mémoires le livre de Loïc Lefloc-Prigent. Vous savez qui est-ce? C'est l'ancien patron de Elf. Sa plus grande déclaration, vous pouvez voir, ou vous tapez sur Internet. Loïc Lefloc-Prigent. Il dit ceci sur l'arrivée du pouvoir et la conservation du pouvoir par Paul Biya. Le président Biya ne prend le pouvoir qu'avec le soutien de Elf pour contenir la communauté anglophone de ce pays. Voilà pourquoi les compagnies françaises, comme vous pouvez connaître, Total, Perenco, assurent l'exploitation, le raffinage, la distribution du pétrole. Votre super panafricaniste a donné le bois précieux uniquement à Rougier. Je ne sais pas si c'est un Camerounais, mais moi je sais qu'il est d'ici. Donc vous ne pouvez pas faire semblant. Votre aéroport, en dehors de la régie Fercam, qui est devenue Camrail, comment Biya a pu donner ça à Bolloré pour la gestion, hors taxe, hors taxe. Voilà donc aujourd'hui, Chiloma, parce qu'on va pas. Je vais revenir sur l'élection de 2018 plus tard. Mais pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Chiloma gagne son élection. Il prend la direction du Nigeria. Et vous avez donc suivi. La France ne peut pas encourager directement Biya. Puis en 2018, qui a encouragé Biya dans le braquage électoral? C'était bien Macron, non? Comment vous pouvez nous dire aujourd'hui que Macron, qui vous a encouragé en 2018, que vous avez été installé, que Biya est arrivé au pouvoir en 82, grâce à la France, que c'est maintenant la France qui est derrière Issa Chiroma? La France connaît Issa Chiroma où? Macron a reçu Issa Chiroma quand? Tout ministre du Cameroun, y compris Bidjan à gauche, Bidjan à droite, il s'est déjà filmé, comme je vous dis là, y compris son père, avec l'ambassadeur de la France, et il va chaque fois le 14 à l'ambassade de France au Cameroun. N'est-ce pas qu'il se filme? Si vous voulez taper seulement sur Facebook ou même sur Internet, vous allez voir que c'est Bidjan à gauche, Bidjan à droite, qui est toujours là-bas, comme tous les ministres camerounais. Ils sont invités. D'autres sont complètement français. Y compris Paul Biya. Comment vous pouvez nous dire aujourd'hui que Paul Biya est anti-français? Et que c'est les Français qui veulent le déstabiliser? Oh, parce qu'il y a la terre, oh, que l'ambassade utilise.
voulez mentir à qui? Vous voulez mentir à qui? Vous tous, vous avez des photos avec les ambassadeurs de France. Mais vous prenez la photo de Issa Chiroma. Vous ne prenez pas les déclarations de Paul Biya, que ce soit avec Chirac, que ce soit avec Mitterrand, qui disait, d'ailleurs, il avait dit que lui, il est le meilleur élève de la France et tout et tout. Vous ne prenez pas ça. Vous ne prenez pas qu'il vient d'être là en France avec le bandit qu'on appelle Sarkozy. Ils se sont filmés et c'est lui qui devait faire sa campagne avec Mondaïro. Macron n'est pas venu au Cameroun, c'est Chiroma qui l'a invité. Tous les ambassadeurs de la France, ce n'est pas eux qui font le tour du palais d'études. Et vous dites que c'est la France qui est derrière Issa Chiroma. Bien au contraire. Lorsqu'on a déjà proposé le poste de Premier ministre à Issa Chiroma, qui refuse crânement, on lui a proposé des milliards, il refuse crânement. Et il est parti se réfugier. Mais aujourd'hui, on a donc tous les témoignages que la France est entrée en action. Pour lui proposer la vice-présidence, c'est-à-dire que c'est une façon de reconnaître ou bien de vouloir mettre encore Paul Biya en toute sécurité. Parce que Paul Biya est français. Ce n'est pas un péché d'être français. Et d'ailleurs, beaucoup de Camerounais ont des doubles nationalités. Moi, je ne suis pas contre. Qu'on soit français, allemand, espagnol ou ceci et cela. Le monde est multipolaire, multiracial. Nous ne pouvons pas être embrigadés là pour dire on doit détester tel et tout. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Même la France a fait la guerre avec l'Allemagne. Aujourd'hui, ils sont des alliés. Donc, je ne suis pas là. Mais vous ne pouvez pas dire que la France est l'ennemi de Biya. Biya est français. Vous dites, vous allez sursauter. Mais Biya a épousé qui? Une Française qu'on appelle Chantal Vigourou. L'époux d'une Française. Article 21 du Code civil de la France. Allez voir. Donc Biya est français depuis 1995. Et si vous voulez discuter, regardez les dernières interviews de Brenda Biya. Pas interview, mais elle est sortie. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, mais moi, je n'ai rien à foutre avec le Cameroun. Moi, je suis française, moi. Je suis française, moi. C'est ça qu'elle dit. Brenda n'est pas née en France pour dire que c'est le droit du sol. C'est parce que sa maman et son père sont des Français. Paul Biya est français depuis 1995. Comment donc vous voulez faire semblant aujourd'hui que non, c'est que Issa Chiroma veut vendre la France, il veut vendre le Cameroun à la France. Oh, ce n'est pas possible. Oh, Paul Biya avait préservé notre sous-sol, avait préservé nos matières premières et tout, et tout, et tout. Donc le pétrole là, c'est qui? C'est Atana. C'est Kamga. C'est Rwangaba. C'est Kabitounou. C'est Sola. Voilà les noms camerounais. Mais qui exploite le pétrole? Brenda vous a dit qu'elle est française. Franck Biya est français. Parce que lui, il a cherché la nationalité ici. Dès qu'il s'est installé à Nice, puis Monaco. Mais pendant ce temps, le même Biya interdit la double nationalité aux autres. Et on veut nous faire croire que c'est ce Biya-là qui, parce que la France ne lui a pas adressé les félicitations, donc il est devenu l'homme à abattre parce que c'est un grand panafricaniste, il est ceci et cela, mais ce n'est pas. Qu'est-ce que vous avez donc suivi l'interview de notre grand frère et confrère, très introduit, Éric Kindé.
Qu'est-ce qu'Éric Tchindé a donc déclaré? Éric Tchindé a bel et bien déclaré que Emmanuel Macron a eu à approcher les équipes de Chiroma, dont lui-même. On lui a fait des pressions. On a aussi fait les mêmes pressions à Tinubu. C'est-à-dire que le président du Nigeria, pour demander à Issa Chiroma d'accepter la vice-présidence. Parce que Issa Chiroma, au départ, avait dit, moi je laisse Biya partir, avec sa famille. Ils n'ont rien, je ne vais pas les poursuivre. Tout comme Maurice Kamto avait voulu faire. Mais Biya n'a pas voulu. Mais maintenant qu'ils ont vu que l'affaire est en train de se gâter, ils disent maintenant que tu dois accepter d'être vice-président. On lui fout une pression pas possible. Et derrière ça, les gens sont en train de dire que c'est plutôt Issa Chiroma qui a été exfiltré par la DGRE, qui est en train de faire un jeu, qui est en train de faire ceci et cela. Non. Biya est là, parce que quoi qu'on dise, il est ce qu'on appelle le pion, le baron de la France-Afrique. Et cette élection, si jusqu'à présent il y a une certaine résistance, c'est parce que la France n'a pas encore complètement lâché Paul Biya. Même sans avoir adressé des félicitations, elle travaille en back-office. Essayons donc d'écouter Éric Tchindé qui fait des révélations. Comment est-ce que Macron est déjà entré en jeu? Ce qui nous disait donc, oh, ce n'est rien, oh, Biya est fort, Biya ceci et cela. Mais pourquoi vous tremblez? Pourquoi il y a des négociations avec quelqu'un que vous qualifiez de terroriste? Pourquoi? Vous avez dit qu'il ne vaut rien, mais et que les 48 euros sont déjà terminés. Écoutez donc ceci. What I know, I was with Mr. Chiroma a few days ago when somebody I know who's in the high levels of the government of that country came to me and said they want to arrange a discussion between the president of that country, the head of state of France, Emmanuel Macron, and Chiroma. Told me this and said I should convince Chiroma to call, to agree to that meeting, and that they believe they'll make him an offer of vice president. That was said to me. It wasn't said to anybody else. So this is, I'm giving you first-hand information. And this was a proposal coming from somebody representing the French, correct? Well, it was coming from a senior official in that country where we were. Okay. And said, a senior, top official, who works with the president of that country, said, if I could convince Chiroma to agree to the meeting with the president of that country and Emmanuel Macron, they think he will be offered, not they think, we will offer him, he said, the position of vice president. And he told me, look, Eric, Mr. Biya will be gone soon. He said, I don't think he'll be there for 2 or 3 more years. So, as vice president, Chiroma will very quickly, get to the presidency with no obstacles. And that Mr. Macron and this president, if they can agree to it, they will agree to it. So I know that that offer has been made. Les pires dictateurs ne sont pas ceux qui veulent mourir au pouvoir, mais ceux qui veulent emporter leur pays avec eux dans la tombe. Et Paul Biya est l'un de ces autocrates qui, à la manière des rois antiques, rêvent de voir brûler leur pays sur leur bûcher funéraire. Réélu dans une élection truquée pour un 8e mandat à la tête du Cameroun,
Le vieillard de 92 balais aura survécu à tout, à 43 années d'un règne sans partage, à la colère des Camerounais, et même à ce système de la France-Afrique qu'il a enfanté, qu'il a fabriqué. Parce qu'aujourd'hui, la France, longtemps marraine de la dictature camerounaise, s'est éloignée de Paul Biya. Certains, dans l'entourage de ce Toutankhamon moderne, accusent même Emmanuel Macron de vouloir renverser Paul Biya. Qu'en est-il réellement ? Vous savez que je n'aime pas faire mes analyses depuis mon canapé en France. Alors je me suis rendu en reportage au Cameroun, malgré les dangers, au moment même où le peuple se soulevait pour réclamer le départ du tyran. Juste avant de lancer le générique et de vous raconter les coulisses du désamour entre Macron et Paul Biya, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et si vous en avez la possibilité, de soutenir notre média 100% indépendant. Tous les liens sont en description. Chronique de fin de France-Afrique en direct depuis le Cameroun, c'est parti. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérêts communs. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais président du Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si c'était toujours une puissance coloniale. Depuis l'Occident, on a cette image un peu caricaturale d'un zombie, d'une momie à la tête du Cameroun. Alors oui, c'est vrai, Paul Biya a 92 ans. Il vit les 2 tiers de l'année dans un hôtel à Genève. Il commence même sérieusement à sucrer les fraises. Il y a des ministres qui passent des années sans le voir. Ce n'est plus lui qui gère son pays au quotidien, mais tout un tas de clans qui se sont formés autour du vieux président camerounais et qui se vouent entre eux une haine mortelle. Ces coteries ont fait du régime camerounais non pas un bloc uniforme, mais une sorte d'hydre à 12 têtes où on ne sait plus trop qui décide, même si quand même. Le secrétaire général à la présidence, Ferdinand Gongo, semble être celui qui tient les rênes du Cameroun. C'est d'ailleurs lui qui a coordonné la terrible répression qui a suivi la dernière présidentielle d'octobre, main dans la main, avec des mercenaires israéliens et aussi le BIR, le bataillon d'intervention rapide, sorte de garde prétorienne du régime Biya. Avec ces sbires, Ngongo a durement réprimé les manifestations qui ont embrasé le pays après l'annonce de la réélection ultra contestée de Biya et la défaite officielle de son challenger Issa Chiroma Bakary. Une 50aine de morts innocentes plus tard, dont la plupart par balle, la contestation était écrasée dans le sang. Et Paul Biya, l'insubmersible, pouvait prêter une 9e fois serment à la tête du Cameroun. Je m'adresse à tous ceux qui s'emploient à attiser la haine et la violence dans notre pays, notamment à certains de nos compatriotes de la diaspora. Toujours la diaspora. Le Cameroun n'a pas besoin d'une crise post-électorale dont les conséquences pourraient être dramatiques, comme cela s'est vu sous d'autres cieux. Mes chers compatriotes, il est de ma responsabilité de veiller à ce que l'ordre soit maintenu. Je puis vous l'assurer, l'ordre régnera. Paul Biya, il n'y a pas à le dire, il est très fort. Il a créé un système dictatorial qui traverse tellement le temps, qui joue si bien sur les divisions du Cameroun, qu'il peut se mettre en pilotage automatique. Le pays continuera quand même à voler un peu avant d'arriver à court d'essence et de se cracher. Vous allez me dire que si ce régime gangréné par la peur et la corruption tient, c'est grâce à l'ancienne puissance coloniale, la France, qui doit tirer les ficelles par derrière, qui doit agiter Biya comme une marionnette. Eh bien, détrompez-vous, je vous le dis. Le Cameroun est en pilotage automatique. Il n'y a même plus de copilote dans l'avion. La France a même depuis longtemps été chassée du cockpit. Il suffit de voir la réaction de Paris lors de la dernière élection présidentielle en Côte d'Ivoire, où malgré une parodie de scrutin, les opposants ont été interdits de se présenter. Macron a chaudement félicité Alassane Ouattara. Mais pour le Cameroun, c'était un tout autre son de cloche. 2 salles, 2 ambiances. Nous avons exprimé notre préoccupation vis-à-vis des tensions post-électorales et la répression violente des manifestations qui ont eu lieu ces derniers jours et qui ont conduit à plusieurs décès. Nous appelons les autorités camerounaises à garantir la sécurité, l'intégrité physique de tous les citoyens camerounais. Nous appelons tous les acteurs à la retenue et à un dialogue constructif permettant de ramener paix, sécurité et sérénité au peuple camerounais. Il nous paraît essentiel que la démocratie, les libertés fondamentales et l'état de droit soient scrupuleusement respectés et que toute personne détenue arbitrairement depuis le début du processus électoral soit libérée. En termes diplomatiques, c'est très clair. C'est un lâchage en règle. On ne félicite pas Paul Biya, on prend juste note des résultats des élections, on condamne les violences, on appelle à la libération des prisonniers politiques,
Bref, on critique comme jamais une dictature france-africaine. Mais si Paris a subitement retrouvé ses principes, ce n'est pas pour les beaux yeux des Camerounais, ni même en mémoire des victimes des tueries post-électorales. La vérité est à chercher ailleurs. La vérité peut être à chercher ailleurs parce que Paul Biya a passé le temps à dribbler entre Paris, la Chine, les États-Unis, la Russie. En faisant la triangulation, Paul Biya finit lui-même par s'étrangler, par ses infidélités. Et aussi, parce que contrairement aux autres, Paul Biya est en train de démontrer au monde entier qu'il est l'une des pires dictatures insupportables qui s'acharnent contre le peuple. Tout est filmé. Avant, on pouvait cacher. Mais aujourd'hui, on ne peut plus cacher la réalité. Les organisations des droits de l'homme ont longtemps épinglé le Cameroun. Mais grâce à la France, Paul Biya a toujours échappé. Parce que la France n'a jamais voulu qu'il y ait une enquête véritable sur des crimes commis au Cameroun, que ce soit en 1984 avec le fameux coup d'État, ou encore en 2008 lorsque Paul Biya décida lui-même de passer de force avec, bien évidemment, la violation de la Constitution de 1996, où dans l'article 6 alinéa 1, il avait décidé, contrairement à ce qu'il avait promis, au lieu de 2 mandats, mandat ad vitam aeternam. Il a réprimé, il a tué les Camerounais, des centaines de morts, 700 enfants, ou plutôt mineurs, enfermés dans des geôles. La communauté internationale avait fermé les yeux. Parce que Biya, quoi qu'on dise, c'est ce qu'on appelle l'incarnation de la France-Afrique, et non ce que Banda Kani, le bandit, cherche à vous le dire, cherche à vous dire. Biya n'accorde pas d'interview à la presse camerounaise, à la télévision camerounaise, à part la dernière fois c'était Eric Tchingé. Ou bien quand il finit au vote là, on lui tend le micro et fait 2 secondes. C'est en France qu'il est venu accorder une interview. Et vous allez l'écouter. À France 24, c'est lui-même qui parle, qui reconnaît. Et vous allez voir comment est-ce que, assidu à la France-Afrique, Biya le reste encore aujourd'hui, mais sauf que, bandit comme il est, il va à Paris, il va en Russie, il jongle un peu partout pour essayer de passer entre les filets. Biya. Bienvenue sur France 24 pour cette nouvelle édition du Talk de Paris, une édition exceptionnelle consacrée aux relations entre la France et le Cameroun. Entre la France et le Cameroun, c'est une longue histoire, et c'est aussi une longue histoire entre la France et notre invité, le président Paul Biya, que je salue. Et monsieur le président, je dois dire que votre parole est rare, car vous n'avez pas accordé l'interview à une télévision française depuis 20 ans. Je vous remercie donc d'avoir choisi le Talk de Paris. Je dois rappeler aussi qu'on vous a surnommé le Sphinx, parce que vous êtes un homme qui parlait peu, et donc quand vous parlez, on vous écoute avec attention. Je voudrais tout d'abord vous demander, puisque vous êtes à Paris, que vous avez rencontré le président Sarkozy, comment vous pourriez qualifier ces relations aujourd'hui, cette nouvelle page qui s'ouvre des relations franco-camerounaises, et d'abord, comment ça va personnellement avec le président Sarkozy? Bien, je vous remercie. Mes premiers mots seront de remercier le président de la République française, M. Nicolas Sarkozy, pour l'invitation qu'il m'a adressée à visiter Paris, visiter la France. Je dois dire que le premier contact que j'ai eu avec lui était chaleureux, cordial, profond. C'était un politicien chevronné, un homme qui connaît les problèmes, connaît l'Afrique. Et je suis tout à fait heureux de noter cette continuité dans la relation entre la France et le Cameroun. Alors, vous dites continuité, et en même temps, Nicolas Sarkozy incarne une certaine rupture, un nouveau ton, un nouveau style. Est-ce qu'il y a rupture ou nouveau style, nouveau ton entre la France et le Cameroun aussi? Et est-ce qu'on a tourné la page de ce qu'on a appelé la France-Afrique? À vrai dire,
d'un bon point de vue, je pense qu'il y a peut-être plus rupture dans la forme, mais continuité dans le fond. Il y a continuité dans le fond. Politique. Ça, c'est Biya qui le dit. Hein. Il n'y a pas de rupture avec la France-Afrique. Peut-être qu'il y aura des changements, mais je crois que la rupture est surtout formelle. Nous pensons qu'il y a une certaine continuité. Qu'est-ce que vous attendez de la France, et de Nicolas Sarkozy en particulier? Ce que nous attendons de la France, c'est qu'il continue à accorder une coopération, une amitié à l'Afrique. Nous avons des liens anciens, des liens culturels. Bandikani, viens écouter. Nous assistons à fin des accords coloniaux. Oh, ceci et cela. Voilà ça. Cette langue, il n'est pas inutile de préserver un espace où on parle français. Puis je crois quand même que la France est un grand pays, membre permanent du Conseil de sécurité. Voilà. Et quelquefois, dans les affaires du monde, ces grands pays peuvent avoir besoin des voix des pays africains. Nous attendons qu'on continue la relation économique, culturelle, financière qui a toujours existé. Et je l'ai dit en commençant cette émission, vous êtes l'un des doyens du continent, vous êtes au pouvoir depuis maintenant près d'un quart de siècle, et donc vous êtes d'une certaine manière l'un des symboles de cette France-Afrique d'avant. Est-ce que la page est tournée? Est-ce qu'elle est en train de se tourner? Elle est en train de se tourner. Je crois que c'est la relation avec la France, les formes extérieures qui vont changer. Je crois que la concertation va continuer. Et puis, je pense que le président Sarkozy veut mettre l'accent sur le partenariat. Il veut que les Africains eux-mêmes disent ce qu'ils attendent de la France. Il ne faut pas que ce soit des actes unilatéraux, on dit on vous fait ceci, on vous fait cela. Demande qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et je pense qu'il y a déjà là un début de changement. Tout à l'heure, je ne crois pas dévoiler un secret, j'ai invité le président de la République à faire une visite au Cameroun. Il l'a accepté immédiatement et avec joie. J'observe donc il a invité Sarkozy, n'est pas allé. Une continuité, une discussion ouverte. Il veut savoir ce que les Africains veulent et la France verra ce qu'elle peut faire. Et geste important, la France a contribué à annuler une grande partie de la dette, ce qui vous permet à vous de partir d'un bon pied. Oui, bien sûr. J'ai profité de l'occasion pour remercier le président Sarkozy pour ce geste que la France a fait. La France a annulé une bonne partie de notre dette. En langage codé, on parle de C2D. Et non seulement cette dette a été annulée, mais on est en train de transformer cette annulation en projet concret. Vous entendez les panafricains? Des secteurs précis, l'agriculture, la santé, l'éducation, les infrastructures, en liaison étroite avec la France. Alors, Monsieur le Président, comme le veut la tradition de cette émission, je vous propose de revenir sur votre parcours politique avec ce portrait de Guillaume Couder de la rédaction de France 24. Beaucoup de Camerounais n'ont connu que lui, Paul Biya, un homme discret qui dirige son pays d'une main de fer depuis 25 ans. Si quelqu'un fait ça à la CRTV, tu es mort. Qui le lui confie en 82. Musulman, originaire du nord du Cameroun, celui-ci crée la surprise en désignant Biya comme son successeur, un chrétien du sud du pays. Très vite, les relations entre les deux hommes se dégradent. Paul Biya accusera même Maïdjo d'avoir comploté pour tenter de le chasser de la présidence en 83. Le Cameroun connaît ses premières élections multipartites en 92. Biya remporte alors 3 scrutins d'affilée. En 2004, malgré des accusations de fraude massive, un raz-de-marée électoral le porte au pouvoir pour 7 années supplémentaires. Mis sous pression par ses soutiens internationaux, le président camerounais a décidé l'an dernier de sévir contre la corruption qui gangrène le pays. Plusieurs membres haut placés de son parti ont ainsi été arrêtés. Paul Biya a maintenu des liens solides avec la France
malgré des relations parfois tendues dans le pays entre francophones et anglophones. Né dans un Cameroun encore sous domination française, il a d'ailleurs fait ses études dans l'ancienne métropole. Paul Biya reste un personnage réservé et énigmatique, une réputation qui lui a valu un surnom, le Sphinx. Ce n'est pas le cas de sa seconde épouse, Chantal Biya, très à l'aise sous le feu des caméras. Elle a obtenu la reconnaissance internationale pour sa lutte contre le sida en Afrique. Alors, Monsieur le Président, vous avez vu ce portrait. On a noté le rôle que joue maintenant votre épouse auprès de vous, et on a noté surtout cette longue carrière tumultueuse avec beaucoup d'événements. Vous vous êtes retrouvé dans ce portrait? Écoutez. Dans ces grands traits, ce portrait correspond à la réalité. Voilà. Bon. La réalité qu'il est un dictateur. Il ne m'arrive pas souvent de donner des interviews, mais j'en ai... C'est Paul Biya lui-même qui dit. Hein. J'ai fait beaucoup de discours. J'ai deux... Qu'il a été installé par la France. Ou trois des discours que j'ai faits. Je crois d'ailleurs que... Qu'il est le pion de la France-Afrique. C'est lui-même qui dit que je reconnais. Et bon, évidemment, pour ce qui est de mon épouse, bon, elle mène une activité sociale et elle fait savoir. Je crois qu'elle est... Sociale, hein. Que moi. J'étais parti de l'idée que ce qui compte, ce n'est pas tellement ce que les gens disent, mais c'est ce qu'ils pensent et surtout ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, faire des interviews, parler, c'est aussi faire. C'est devenu, les temps ont changé. Alors, voilà, et puis le Cameroun, alors là, c'est la catastrophe totale. J'arrête pas de recevoir des messages, mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Je n'y peux rien. Je ne peux faire qu'une chose, c'est dire que je ne suis pas d'accord. Pourtant, le président Macron s'était rendu sur place. Le tyranno local s'appelle Paul Biya. Et ce Paul Biya est souvent en cure à Genève, si bien qu'une fois, quand il est rentré dans son pays, le journal avait titré, il n'a pas titré longtemps, il était écrit Paul Biya en visite officielle au Cameroun. Comme il était président, ça la foutait mal. Alors, ça prouve que les Camerounais ont de l'humour, ce qui est vrai. Et Paul Biya, là, est candidat pour la 8e fois. Et ça ne le dérange pas d'avoir 92 ans pour affronter les rudes tâches qui se présentent devant lui. Alors, voyez-vous, on peut là aussi dire que la France a une responsabilité, puisque le président Macron, qui auparavant avait été soutenir Idriss Déby, est arrivé après l'avoir soutenu là-bas, soutenu son fils qui est élu, on ne sait pas comment, et il arrive au Cameroun, où là aussi il se met à faire toutes sortes d'amitié au fils de M. Biya. Mais pour finir, c'est M. Biya qui est candidat et qui a été réélu avec, je ne sais pas combien, 80% des voix, comme l'autre. Donc tout ça, mes amis, mes camarades, vous pouvez dire, ah ben c'est loin. Non, c'est pas loin, c'est tout près. Deuxièmement, tout ça va mal tourner. Et ça va directement concerner des millions d'hommes et de femmes qui sont liés à nous directement, soit par les liens d'immigration et liens de famille, soit parce que, procédant du même univers, nos intérêts se trouvent liés les uns aux autres. Et que si la France, entre-temps, n'a pas changé ses mauvaises manières, et si elle continue à ne traiter ces questions que comme si on était dans une sorte d'époque postcoloniale, où on continuerait à décider de tout à la place des gens, sans que la nature de la relation soit claire, ça finira encore plus mal. Ça finira encore plus mal. Ce qui se disait donc que c'est terminé, ce n'est pas encore terminé dans la mesure où, il faut le dire aujourd'hui, les pays de l'Union européenne n'ont pas adressé de félicitations à Biya. Ce n'est pas un complot. C'est juste que ces pays ont donné des alertes depuis. Et la situation des droits de l'homme au Cameroun est très inquiétante. Sans la France, il y aurait déjà eu une intervention contre même les membres du gouvernement, voire les hautes personnalités ou les hauts responsables de l'armée. Comment se peut-il que, à chaque fois, Paul Biya mate ses populations? Mais qui couvre cela? On a souvent dit que c'est la communauté internationale. En ce temps-là, quand la communauté internationale couvre ça,
Les gens qui sont là-bas, ils disent que, oh, vraiment, merci, on a eu les félicitations. Oh, bravo, on vient encore d'avoir les félicitations de tel et tel et tel. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que même au niveau de cela qu'on peut appeler les représentants diplomatiques, au regard des résultats, des faits, et aussi de ce que Issa Chiroma est en train d'entreprendre. Voilà pourquoi il y a quelques petits freins. Sinon, on l'aurait reconnu depuis. Quel est ce pays où vous dites que vous avez la démocratie, mais chaque fois, votre concurrent se retrouve à Konengi. Il est persécuté. On a vu ça avec Maurice Kamto. On voit toujours des assassinats. Et personne n'est jamais puni. On arrache une élection sans pour autant démontrer comment on a fait pour gagner. Et du coup, c'est ça qui, aujourd'hui, risque de coincer Biya.